Il est 9h moins 20, Anne Hidalgo est avec nous, bonjour. Nous venons de voir les images sur BFM TV, les images de Zinedine Zidane, toujours très pondéré, très modéré dans ses commentaires. Vous, maire de Paris, déçu, j'imagine, ce matin? Oui, je suis déçue parce que c'est vrai que je crois en cette équipe. Elle a bien joué. Il leur a manqué peut-être et le génie de la fin et une force mentale à un moment donné. Un meilleur coaching peut-être. Je suis pas, voilà, je vais pas m'improviser. Et cette équipe, je la soutiens dans l'adversité comme dans les victoires. Je crois en elle. Vous avez déjà critiqué l'arbitre, hein, à l'occasion d'un match du Paris Saint-Germain à Chelsea, je me souviens. Ça m'arrive, vous critiquez l'arbitre hier soir ou pas? Je suis assez chauvine, donc je sais que ça se fait pas, que les gens disent « Ah, c'est mauvais joueur ». Il vaut mieux compter sur soi que sur l'arbitre, toujours. Oui, ça c'est sûr. Mais voilà, bon, il y a des choses à dire quand même. Oui, sur le match hier soir. Ouais. Mais bon, d'accord. Je vais pas les dire. Je soutiens cette équipe, je les aime, ils font du bien à Paris et on aimerait tellement une remontada. Hein, oui, à l'inverse, oui. Voilà. Une autre remontada. Bien, parlons de choses plus sérieuses. Jawad Ben Daoud, celui que l'on a surnommé, qu'on ne peut plus surnommer maintenant, le logeur de Daesh, a été relaxé faute de preuves. Est-ce que vous êtes surprise ? J'ai suivi comme tout le monde, mais je n'ai pas un avis particulier là-dessus. Je sais qu'il y a un appel, j'ai entendu ce qu'un certain nombre d'associations aussi ont dit. Voilà, je pense que ce n'était pas non plus le procès des attentats, le procès de tous les attentats et les familles de victimes, les associations n'attendaient sans doute pas cela. Moi, je fais confiance à la justice. Il y a un appel du parquet, on suivra. Gérald Darmanin, nouvelle enquête pour abus de faiblesse. Une femme a déposé plainte. C'était lundi à Paris. Elle aurait demandé à être relogée contre faveur. Enquête préliminaire ouverte. Gérald Darmanin sera probablement entendu par les enquêteurs. Un ministre peut-il rester au gouvernement tant qu'il n'est pas mis en examen ? D'abord, vous savez, là aussi, ce sont des affaires qui sortent, qui révèlent on ne sait pas quoi. Moi, je fais confiance à la justice. Je suis ni enquêteur, ni juge. Je pense qu'on aurait tous intérêt à ne pas rentrer dans des emballements qui ou condamnent par avance ou qui, au contraire, innocentes par avance. Donc, je ne commenterai pas. Si il y a des faits... mais comment exerce-t-on la fonction de ministre lorsqu'il y a des plaintes qui sont déposées contre vous ? Je vous pose la question. Vous imaginez que des plaintes soient déposées contre vous, maire de Paris, comment exerceriez-vous votre fonction ? Je pense qu'il faut que tout le monde se ressaisisse et qu'on laisse la justice faire son travail. Il y a le temps médiatique qui est beaucoup plus rapide que le temps judiciaire, c'est clair. Mais je pense que si on ne veut pas tomber dans quelque chose qui peut être aussi parfois de l'instrumentalisation, pas toujours, parfois ça sera vérifié, mais je pense qu'il faut vraiment distinguer ces deux temps. Les médias sont là pour informer, pour dire quels sont les faits au moment donné, mais sur ce genre de situation, franchement, je pense qu'on aurait tous intérêt... Ils donnent l'information, mais après, quand on nous sollicite pour savoir ce qu'il faudrait faire, est-ce qu'on en pense ? Je vais vous dire, je n'en pense rien. J'attends que la justice fasse son boulot. Bon, mais moi, je ne vous pose pas la question sur la responsabilité de Gérald Darmanin. Je vous dis simplement, quand on est ministre de la République, est-ce qu'on peut exercer sa fonction ? Je pense que ce qui est très dur aujourd'hui... Ce qui est très dur aujourd'hui, quand vous êtes un responsable politique, un responsable public, c'est d'être en permanence, sous le feu ou de questions ou d'attaques qui vont parfois sur le terrain judiciaire, d'informations qui vont être justifiées, d'autres qui vont être ce qu'on appelle les fake news, des mensonges et des fausses informations. Et en permanence, le politique, c'est un fait. Je ne ni le regrette, ni le condamne, ni quoi que ce soit. C'est un fait. Aujourd'hui, la pression est extrêmement forte. Je pense qu'il faut travailler la question de la confiance. Voilà. Il y a des pays où la confiance s'est rétablie avec les citoyens. Je pense notamment au Danemark. C'est un pays où les gens, dans les enquêtes, disent qu'ils sont très heureux. C'est un des pays où les gens se déclarent le plus heureux au monde. C'est un pays dans lequel il y a une conscience citoyenne très très forte. Conscience citoyenne qui va aussi jusqu'à défendre les responsables politiques. Mais on est arrivé dans un pays comme celui-là, c'est vrai, à une transparence
transparence qui n'est pas un voyeurisme, une transparence comme on l'a fait en France avec la haute autorité qui contrôle notamment tous les risques de conflit d'intérêts, tous les risques de corruption, et il faut être intransigeant là-dessus. Mais je pense qu'il y a les emballements, médiatiques ou pas médiatiques, ça peut être aussi tout simplement des opposants, des instrumentalisations qui sont tout aussi dangereuses que de ne pas reconnaître la vérité et les faits. Donc c'est très difficile, je confirme, c'est très difficile aujourd'hui de faire de la politique. Oui, Anne Hidalgo, tiens, puisque c'est difficile de faire de la politique, je voudrais savoir ce que vous pensez du pouvoir d'achat des Français. Est-ce que le gouvernement, je vais être très clair, très direct, est-ce que le gouvernement nous ment lorsqu'il affirme que le pouvoir d'achat des Français augmente ? Je ne sais pas sur quel chiffre il se base, donc la question n'est pas mensonge. Est-ce qu'il augmente ? La question n'est pas mensonge ou vérité. Oui. Il y a un ressenti de non-augmentation du pouvoir d'achat. Mais un ressenti, c'est quoi ? Un ressenti, c'est basé sur des réalités. C'est basé sur des fiches de paye, c'est basé sur... je pense que les Français, aujourd'hui, ils attendent de voir ce que vont produire les réformes. On est un certain nombre, bien sûr, à attendre ce que ces réformes, sur le plan économique, vont produire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu perdu dans la mesure où il y a d'un côté des allègements ou des suppressions d'impôts, certaines programmées, par exemple la taxe d'habitation, d'autres qui sont des augmentations type la CSG déjà programmées, avec notamment effectivement une question particulière pour les retraités qui vont être directement impactés. Donc, qui sont même directement impactés. Il y a un coût de la vie qui, lui, est très important. Je prends une ville comme Paris, où vous prenez des ménages, la part du logement dans le revenu des ménages, elle est de 30 à 40% pour certains. Donc, quand on a 30 à 40% de son revenu qui est déjà pris par la nécessité, le besoin de se loger, il ne reste pas grand-chose pour le reste. Est-ce que le gouvernement doit faire attention là ? Donc, je pense qu'il faut faire très attention aux classes moyennes. Moi, j'ai cette discussion notamment avec les ministres, avec Monsieur Mézard et Monsieur de Normandie, notamment sur la question du logement. Je leur ai dit, voilà, Paris, par exemple, est une ville où si on ne fait pas une politique spécifique pour maintenir les catégories populaires et les classes moyennes, notamment à travers du logement, production de logement social, vraiment des encadrement des loyers, dispositifs qui permettent de maintenir les classes moyennes à Paris, on y perdra tous. Donc, sur les classes moyennes, je pense qu'il y a à travailler de façon beaucoup plus directe et ciblée. J'ai fait des propositions, on est en train de travailler. D'ailleurs, j'espère arriver à un accord avec le gouvernement, notamment sur la question du logement et du maintien des classes moyennes à Paris. Voilà, je pense qu'il faut prendre les choses aussi et les sujets de façon pragmatique et concrète. Alors justement, les retraités, vous allez vous aider les retraités puisque vous offrez un pass Navigo gratuit aux plus de 65 ans jusqu'à 2200 € de revenus. Pour une personne seule. Oui, à propos des transports, l'Allemagne réfléchit à la gratuité des transports publics, qui est une idée que je trouve formidable. Est-ce que vous y réfléchissez à Paris ? Est-ce qu'à Paris, on peut envisager que les transports publics seront bientôt gratuits ? D'abord, je n'ai pas la main directement sur les transports vous êtes favorable ? publics. Je pense que c'est la bonne idée, la bonne piste. La question, c'est quand on dit que quelque chose est gratuit, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui paye. Donc, c'est quoi le modèle économique du financement des transports pour que, ça veut dire, soit les employeurs payent, donc le monde économique, soit les pouvoirs publics, ce qui est déjà un peu le cas. Le modèle qu'on a aujourd'hui en France et à Paris, surtout en matière en région Île-de-France en matière de transport, est un modèle qui s'appuie justement sur le paiement des usagers via une contribution, une partie importante, mais le prix du transport public à Paris est beaucoup moins élevé, par exemple, qu'à Londres, parce qu'il y a une part qui est prise par l'employeur et une part qui est prise par les collectivités publiques. Alors. Oui, mais ça veut dire réfléchir effectivement au modèle économique qui puisse soutenir ça. Donc c'est vrai que c'est une idée qui est, je crois, très inspirante. En tous
les cas, je pense que, y compris dans des projections de long terme, c'est pas demain, c'est pas dans demain, 5 ans. Mais les Allemands, clairs. eux, c'est dans l'année. Hein. C'est des projections de long terme liées notamment à la transition écologique, énergétique, à la lutte contre la pollution. Si on veut que les gens prennent les transports en commun, il faut effectivement avoir des conditions. C'est pour ça que j'ai fait cette mesure qui sera applicable à partir de juin pour toutes les personnes de plus de 65 ans à Paris et sous conditions de ressources qui auront la gratuité du pass Navigo. Parce que pour eux, il n'y a plus d'employeurs qui payent, et donc et la mobilité de ces personnes-là est très importante pour la ville parce qu'ils sont très actifs. Nuit de la solidarité, je voulais vous parler de la nuit de la... Notamment comme bénévoles. Voilà. Une nuit, justement, les associatifs, les bénévoles sont mobilisés. Nuit de la solidarité, ce soir à Paris. Vous allez recenser les gens de la rue. Pourquoi ce recensement ? D'abord, c'est une idée qui me tenait à cœur. Je me suis inspirée de ce que New York a fait, notamment à l'époque où Michael Bloomberg était maire de New York. C'est lui qui m'a donné cette idée. Dominique Versini, l'année dernière, est allé à New York faire une maraude avec les équipes de New York, et on a travaillé depuis 1 an sur la méthode que nous allons appliquer ce soir. Et j'ai proposé aux grandes associations humanitaires de faire ce travail-là. On le fait ensemble avec toutes les associations. Et puis on s'est dit, il faut qu'on aille chercher des bénévoles. Il faut qu'on propose aux Parisiens de venir nous accompagner. D'abord pour se rendre compte de ce que c'est que ce phénomène. Qui sont les personnes à la rue ? Une 50aine, dit Julien de Normandie. Il a déjà compté. Oui, non, mais il est revenu dessus lui-même. Il n'est pas le seul d'ailleurs à l'avoir dit. Oui, Sylvain Maillard aussi, qui est député de la République En Marche. Plus trash, disons les choses, parce qu'il a dit que les gens, c'était par choix, ou je sais pas, enfin, en gros, c'était par choix dans la rue. Mais vous non, revenez pas là-dessus, mais ça vous a choqué. Julien de Normandie, dimanche dernier, est revenu sur ses propos, a expliqué. Donc je ne prends pas ce propos-là. Et d'ailleurs, il a dit que la nuit de la solidarité que j'organisais était une bonne chose. Donc j'en suis ravie. Et c'est fait avec l'État. L'idée, c'est vraiment de partir de la réalité. C'est-à-dire, on va compter, dénombrer le nombre de personnes. On va bien sûr apporter aussi des informations, des renseignements à ces personnes cette nuit. Et à partir du chiffre, de l'évaluation qu'on va faire, on va pouvoir travailler. Moi, le président de la République a dit hier, c'est un échec. D'ailleurs, il a été très honnête en reconnaissant que sa promesse n'avait pas été tenue. Et je pense que c'est un échec collectif. Et c'est un échec de longue durée. Parce que cette question des personnes à la rue, des personnes démunies, plus des migrants qui sont j'allais vous poser la question. Une grande partie de ces personnes, pas toutes, mais une partie de ces personnes, eh bien, à partir du constat qu'on va faire, moi je propose que justement il y ait un rebond, qu'on s'appuie là-dessus et qu'on trouve les solutions. Parce que vous savez, il va y avoir, d'accord, mais il va y avoir un projet de loi immigration-asile qui ne tiendra pas compte de cela, vous le savez. Je prends le pari que cette situation est ce qu'on observe là, et la mobilisation citoyenne. L'objectif, c'est bien de dissuader les migrants de venir en France. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis d'accord avec la circulaire de Gérard Collomb, puisque je ne suis pas d'accord avec cette circulaire. D'ailleurs, si vous étiez parlementaire, vous voteriez ce projet de loi ? Non, absolument pas. Enfin, pas dans l'état actuel. Mais je pense que les choses peuvent bien sûr évoluer. Je pense que sur la question des migrants, là aussi, c'est un sujet très, très important. On est confronté, et on va être confronté durablement, parce que ça ne va pas s'arrêter demain, ça serait un mensonge que de dire demain ça va s'arrêter. On va être confronté pendant plusieurs années encore à un afflux de personnes. Ces personnes qui viennent, elles viennent pourquoi ? C'est la guerre qui les fait fuir, c'est la misère qui provoque la guerre qui les fait fuir, c'est le changement climatique qui provoque la misère et la guerre qui les fait fuir, ce sont des mouvements terroristes qui les font fuir. Et ils arrivent, ils sont sur notre territoire. J'entends souvent ce propos sur l'appel d'air. Personne ne fait un appel d'air. Quand les gens sont menacés, ils quittent l'endroit où ils sont menacés pour aller chercher quelque chose ailleurs. Et ils vont où ? Là où il y a de la lumière. Une ville comme Paris qui réussit sur le plan économique, qui réussit vraiment à attirer tous les gagnants de la mondialisation, eh bien, elle attire aussi ceux qui ne vont pas bien. Et donc, moi, et je finis là-dessus, mon propos sur cette question notamment des migrants et des SDF, c'est de dire il faut que nous nous organisions pour faire en sorte que ce ne soit pas le
chaos. Puisque ça va durer, puisque nous le savons, organisons-nous. Mettons en place les structures. Et je propose, je l'ai dit, je le redis, je pense que l'État, avec les maires des grandes villes, peuvent non pas régler toute la question, mais faire en sorte que ce ne soit pas le chaos, qu'il n'y ait pas ces campements, ces gens qui sont dans la rue, qui risquent leur vie. Qui attendent pour avoir un rendez-vous. Et qui attendent. Des nuits entières qui font. Et qui se cachent, puisque maintenant, ils se cachent. Anne Hidalgo, vous êtes très critiquée à Paris. Très critiquée. La ville est sale. Oui. Elle est sale, la ville ? Elle est sale. Elle est salie, comme on dit. C'est-à-dire, elle est salie. Vous savez, c'est une ville dans laquelle on dépense 500 millions d'euros par an pour la nettoyer. On met des moyens supplémentaires. Un peu moins qu'avant, non Ah non, beaucoup plus. Non, ça a beaucoup plus. Non, ça a beaucoup plus. Bon, beaucoup plus. Et d'ailleurs, ces éléments-là ont été. Beaucoup de rats. J'entends les critiques ou quoi. Bien sûr, moi aussi, je les entends. Mais vous aussi, oui. D'abord, si la ville et je suis insatisfaite. En venant ici, j'ai vu encore, à la sortie du métro de la porte de Versailles, je lance un appel à la RATP qu'ils arrêtent de sortir leurs poubelles et de les poser comme ça sur la rue pour que finalement la ville s'en occupe. Je pense que c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des grandes institutions. Je sais que la présidente de la RATP me suit là-dessus, mais c'est l'affaire des citoyens aussi. Et donc, on a mis en place beaucoup de moyens nouveaux. On s'est adapté parce que le rythme de vie des Parisiens a changé. Il s'est déplacé vers le soir. Donc, on a aussi décalé nos équipes de nettoyage vers le soir. La ville est sale. Non, je ne dirais pas les choses comme ça. Les embouteillages. Ah bah, ça va beaucoup mieux, cher monsieur Bourdin. D'abord sur les études que nous faisons depuis plus de 20 ans, depuis plus de 20 ans, chaque mois avec nos directions et avec direction de la voirie. Vous avez une étude là qui montre que ça va mieux ? Bien sûr. Alors, nous avons une étude d'ailleurs vérifiée et travaillée avec la préfecture. Moi, je l'ai pas vue, cette étude. Eh bien, c'est une étude qui est donc ce comptage qui est fait chaque mois par les services de la public. Si. On a rendu les chiffres publics. La bonne nouvelle, c'est que entre 2017 et 2016, c'est-à-dire qu'en un an, il y a moins 4,8% de circulation à Paris et que c'est en train de s'accélérer d'une façon extraordinaire. 50 € le stationnement, on rentre plus dans Paris. Absolument, je vais y revenir, mais du mois de janvier 2018 au mois de janvier 2017, c'est moins 5%. Donc on est vraiment sur un rythme de baisse de la circulation du trafic à Paris. C'est quoi l'objectif ? Ceux qui ont besoin de prendre leur voiture, qu'ils la prennent, qu'ils aillent vers des véhicules propres, parce qu'on les aide à aller vers des véhicules propres, que ceux qui n'ont pas besoin de prendre leur voiture fassent autrement, c'est-à-dire notamment prennent les transports en commun, l'autopartage, etc. Et donc, c'est en train, effectivement, de réussir. Moi, vous savez, je suis très attachée aux résultats. J'ai des convictions, j'ai un programme, un engagement vis-à-vis des Parisiens. Bientôt un livre-programme pour 2020. Non, c'est pas un livre-programme, c'est un livre qui va dire pourquoi c'est maintenant. Oui, et puis pourquoi c'est maintenant qu'il faut faire tout ça. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut lutter contre la pollution. Hier, vous savez, nous étions réunis avec beaucoup de le président de l'association du Souffle, qui est un grand professeur qui travaille sur les maladies respiratoires. Nous étions avec beaucoup de partenaires, puisque nous avons lancé aussi une initiative pour compter les particules fines et mesurer les particules fines. Il y avait Alexandre Jardin. Alexandre Jardin est venu raconter la situation de sa fille. Qui, comme beaucoup de petits Parisiens, souffrent de maladies respiratoires. Et il nous a raconté qu'au moment des pics de pollution, quand son enfant était en souffrance respiratoire, on l'a soigné, bien sûr, à l'hôpital, mais on lui a dit, vous savez, peut-être qu'il vaudrait mieux, si vous avez une maison à la campagne, aller à la campagne. Ça ne peut pas être ça. Donc vous ne ça ne peut plus... pas être ça. La campagne, c'est formidable. Je n'accepte plus cela, et c'est une question de santé publique. Et donc, nous sommes en train d'avoir des résultats et dans 2 ans, quand les municipales auront lieu, et c'est un grand moment démocratique, on verra, c'est pas là que je ne suis pas venue annoncer ma candidature ce matin. J'imagine, mais enfin, je suis prêt à prendre les paris. Nous prendrons rendez-vous si vous voulez. Mais plaisir, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis une femme qui est attentive aux résultats et que les résultats sont pour partie là et seront là en 2020. Juste oui ou non, Vélib gratuit en février et en mars ? Tant que le système n'est pas... et vraiment, je suis très insatisfaite. Là aussi, vous savez...
cette entreprise, très bien, une petite entreprise française, a gagné un marché public dans lequel les élus n'interviennent pas. Gratuit, les élus n'interviennent pas dans les marchés publics, c'est très bien. Bon. Ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils ont dit qu'ils savaient faire. Mais ils n'assurent pas pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas encore du tout ce que nous souhaitons. Il y a des pénalités très fortes qui ont été inscrites. Ces pénalités, elles servent effectivement à faire la gratuité. On va voir quel est le résultat de l'avancement de ce à quoi ils se sont engagés. S'ils ne sont toujours pas au niveau, moi je prônerai bien sûr toujours la gratuité, mais j'attends de voir où ils en sont, puisqu'il faut faire les choses méthodiquement, pragmatiquement et avec objectivité. Et je veux que ça marche. Mon souci, c'est que ça marche. Merci Anne Hidalgo. Il est 9h. Pratique. Oui, à la seconde près. Merci d'être venu nous voir ce matin. Oui, il est 9h tout pile. Bonjour à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bonjour Damien. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. La justice et les gendarmes à la recherche d'éléments matériels.